C'est bien? Alors, merci beaucoup. Donc, on part le bal, groupe. Donc, en termes de dégustation, on verra, on va faire un petit jeu. Par la magie de la poste, je n'ai pas reçu les miens. C'est pas plus grave que ça, mais vu que je suis un enseignant, je vais essayer de faire ça plus interactif. Et donc, je vais vous mettre à contribution pour ceux qui les ont reçus, qui pourront d'ailleurs juste parler de leur impression des vins éventuellement à des personnes qui ne les ont pas. Et ces personnes-là pourront peut-être essayer de voir de quel vin il s'agit. Okay? Donc, c'est en fait un genre de Guess Who. Ça peut être assez amusant. Là, j'ai plein de sons qui apparaissent, qui font Oui, ding c'est ding tout le temps. beau. Euh, euh, Clé- Clariane, c'est moi qui ai admis d'autres personnes qui Ah, étaient OK. en attente. Parfait. OK. Donc, bienvenue tout le monde à cette deuxième session. Donc, on rappelle, la première était en lien avec un petit peu l'histoire des Abruzzes. Aujourd'hui, on va parler plus de la notion de terroir ou des terroirs, je dirais, avec les différentes appellations que la région renferme. Donc, oui, on va discuter de toutes les appellations. On va voir aussi quelques changements qui se sont passés dans les dernières années. Puis essayer de comprendre jusqu'à quel point toutes les appellations sont importantes ou voir jusqu'à quel point, des fois, une plus large appellation a en fait beaucoup plus son importance, ce qui n'est pas toujours vu dans ce sens-là. Quand on passe à la Bourgogne, on pense à Volnay qui a beaucoup plus de sens que Bourgogne en général. Mais on va voir qu'ici, le terme peut être de Abruzzo ou Terre d'Abruzzo peut avoir une réelle importance et ils sont en train de construire avec ça des sous-zones qui commencent à apparaître sur les étiquettes. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va aller explorer aujourd'hui. De façon brève, vous allez avoir toute cette nomenclature. Puis après, ben, il y aura à faire des recherches sur vraiment quelle zone peut apporter quoi, puis éventuellement de les voir apparaître à la SAQ. Donc, en rappel, donc c'est vraiment avec l'Union européenne, c'est le Charming Taste of Europe. Le kiwi a peut-être pas rapport avec les Van Zabruz, mais c'est juste de mettre ensemble des communautés pour avoir un petit peu plus d'impact financier pour pouvoir développer des formations comme celle-ci. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à la semaine, pas il y a 2 semaines déjà, hein, sur l'historique? Pas de questions. Donc, tu sais, moi, je ne vous vois pas nécessairement. Juste à ouvrir vos micros si vous souhaitez intervenir. Donc, voilà. Je passe là-dessus. C'est vraiment juste les rappels. Donc, on va redécouvrir les vins des Abruzzes aujourd'hui. À travers, donc, on va présenter un petit peu cette région à travers son climat, ses terroirs et appellations. Et on va terminer par la dégustation. Donc, quand on parle de région viticole, on va aussi présenter en dehors de la vigne en tant que telle, voir ce que cette région renferme, de quoi elle se dessine en termes de topographie, etc. Donc, les Abruzzes, on l'a vu hein, il y a 2 semaines, sur le bord de l'Adriatique, le sud-est de l'Italie. Et on dit une terre qui est naturellement propice à la viticulture, oui, parce qu'on l'a déjà vu dans l'historique, ça a toujours fait partie un petit peu de son héritage. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment une transformation qualitative des vins des Abruzzes. Euh, on ne se mentira pas, pendant des années, il y a eu des caves coopératives, elles existent encore aujourd'hui. Et sur nos marchés, on avait quand même des grosses quantités de vin qui arrivaient, qui s'appelaient juste Montepulciano, qui s'appelaient juste Trebbiano, ou alors même qui s'appelaient sur des cépages internationaux, étiquetés éventuellement sur une IGT. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de qualité, puis quand on les voit apparaître sur les concours, ces vins-là, c'est des vins qui arrivent à plaire. Donc voilà, je pense que c'est une diapo ici qui exprime beaucoup de choses dans la présentation de la région. C'est vraiment cet effet mer et montagne. Donc la mer Adriatique sur le côté est et tous ces Apennins sur le côté ouest, en fait le plein cœur de l'Italie, avec le Grand Sasso et la Maiella. Donc le Grand Sasso qui est un des points culminants des Apennins, le plus haut point, je dirais, au centre de l'Italie, si vous sortez du Mont Blanc. Ça culmine à quelque chose comme si je ne me trompe pas, 3000 mètres d'altitude, ou à peu près un petit peu moins. Et tout ça entre mer et montagne, bah, ça renferme aussi un joyau qui est pardon, des parcs nationaux. Donc il y a vraiment une culture autre que la vigne, qui est une culture vraiment de respect de l'environnement,
à travers ces terres, que ce soit à la mer ou à la montagne. Donc, la zone montagneuse en tant que telle, déjà la considérer qui représente quand même une grosse partie du territoire. C'est presque 70% de l'entièreté du territoire. Et cette zone montagneuse, elle avance vraiment très proche de la mer Méditerranée pour, je dis la Méditerranée, mais l'Adriatique, pour finir sur des collines sur lesquelles vont être plantées la majeure partie des vignobles. Donc, je pense que je vous en avais parlé un petit peu la semaine dernière, hein, c'est Trabocchi, donc ce sont ces maisons de pêcheurs. L'un d'entre vous aura peut-être l'occasion de voir ça au mois de décembre ou un petit peu plus tard. Euh, donc, des maisons de pêcheurs où littéralement, c'est des espèces de pilotis en bois avec des grands filets de pêche, puis on plonge vraiment ça dans la mer et c'est une façon de récupérer le poisson facilement, notamment dû à cet héritage un petit peu plus pauvre au départ des Abruzzes qui venaient avec une culture qui favorisait pas nécessairement toujours l'éducation. Et donc, l'éducation, bah, ça venait avec, on n'apprenait pas à nager non plus. Donc, voilà. Donc, à retenir vraiment quand je parle de ces notions de terroir, le terroir, c'est vraiment ça, c'est le lieu en tant que tel. Donc, cette association de montagnes, de parcs nationaux et de mer Adriatique. Sachant que sur les parcs nationaux, c'est quand même 30% de l'ensemble du territoire. Bon, bah, on n'aura pas la possibilité, ou très peu en fait, il y a très peu de domaines. Je pense qu'il y a un domaine qu'on a présenté la semaine dernière qui a la possibilité de planter des vignes sur ces terres réservées et protégées. Mais c'est quand même 30% du territoire, ce qui est quand même relativement important et ce qui est jalousement conservé. Voilà. Donc ça, c'était pour présenter en grande partie le lieu en tant que tel. C'est bien de dézoomer de la vigne et puis de voir ce qu'il y a autour un petit peu. Et quand on parle de climat maintenant, on va retrouver un petit peu les mêmes phénomènes, c'est-à-dire un climat à la fois plus continental, montagnard, et un climat qui peut être beaucoup plus méditerranéen. Donc, ce que ça fait, c'est que littéralement, vous le savez déjà, je pense, mais quand on essaye dans des régions comme ça, sudistes, on va essayer de protéger le raisin des maturités qui seraient trop rapides. Donc, dès qu'on va être proche des montagnes, ça va nous amener des fluctuations au niveau des températures, donc des gros écarts pardon, de température entre le jour et la nuit. Puis, ben, un gros écart entre jour et nuit va juste tout simplement permettre à la vigne de se reposer, entre guillemets, ou de se renfermer au niveau de la montée de sève la nuit pour se conserver, puis ensuite aller chercher le travail de maturité pendant le jour. Donc, tu sais, moi, je compare souvent ça vraiment à un bouquet de fleurs qu'on va idéalement mettre à l'extérieur quand il ne fait pas trop froid la nuit, puis le rentrer à l'intérieur, ça va conserver votre bouquet beaucoup plus longtemps. C'est un peu le principe finalement d'une tulipe. Quand on la regarde au printemps, on la voit vraiment le matin, elle est toute fermée, et l'après-midi, elle se rouvre. Donc voilà, donc vraiment amplitude thermique marquée dans les montagnes. Bien sûr, à chaque fois qu'on descend en termes d'altitude, ça va être de moins en moins marqué. Dans les collines, ça va être moins marqué. Sachant que dans les Abruzzes, la plupart du temps, les vignobles ne vont pas dépasser, si je ne me trompe pas, 5 à 600 mètres d'altitude. Okay, je vais dire même plus 500 mètres. Il y a quelques exceptions où ça passe au-dessus, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà. Donc ça crée un petit Excuse-moi, microclimat. Oui, excuse-moi, Clariane. J'avoue, je ne retrouve pas la fonction de main levée. J'aurais aimé te poser une question au niveau oui. du climat. Est-ce que les vents provenant de l'Adriatique se déplacent dans une direction perpendiculaire à la côte ou longitudinale dans l'axe de la mer Adriatique? C'est une excellente question à laquelle je ne saurais répondre. J'aurais plus tendance à te dire, tu sais, mettons par mon expérience globale et pas scientifique, j'aurais plus tendance à te dire que les vents dominants arrivent beaucoup de l'ouest, souvent. Euh, je dirais que sur la mer Adriatique, ça aurait peut-être plus tendance à remonter le long de l'Italie. Mais ça encore, je veux pas mettre ma main au feu. Je sais pas s'il y en a qui ont des hints là-dessus ou des choses à compléter. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que si ça amène un petit peu de vent de la Méditerranée, c'est sûr que ça va éventuellement amener, ça peut amener un peu d'humidité, mais c'est pas ce qui est remarqué en tout cas dans les Abruzzes. On a une ventilation qui se fait bien, donc ces problèmes
de mildiou, d'oïdium, etc. C'est pas quelque chose qui est très, très marqué, à ma connaissance. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des compléments d'information là-dessus? Attends, je peux prendre le temps juste avant, parce que je trouve que c'est une excellente question. Euh, et c'est effectivement quelque chose sur les vents les plus fréquents sur l'Adriatique. Le Burajugo Maestral souffle rarement d'autres vents. Pendant l'été sont dominants les vents de Mistral et Tramontane. Donc le Mistral est un vent qui vient du sud généralement. La Tramontane serait un vent qui vient plus de l'ouest, si je ne me trompe pas. Donc il descendrait peut-être plus des montagnes. Euh, L'Adriatique. Les plus doux Mistral et Marin. Ouais. Donc, tu vois, il y a une convergence de vent, mais à ma connaissance, ce serait donc à voir. Euh, ouais, brise régulière. Ce qui est le fun, c'est que ça t'apporte quand même une ventilation constante. On n'est pas sur un vent océanique non plus qui peut apporter éventuellement pas mal de pluie. Donc voilà. En espérant que ça ait répondu à ta question, Daniel, partiellement. Donc, je vais continuer là-dessus. Donc, juste garder cet esprit de ventilation et d'écart d'amplitude thermique. Donc, on ne se mentira pas. Si on part, mettons, de deux cépages, on va en parler, je pense, prochainement dans le prochain webinaire de Trebbiano et de Montepulciano. Mais on ne peut pas juste dire que le Montepulciano goûte ceci et que le Trebbiano goûte cela. Ça va dépendre où on va se situer. On va plonger là-dedans dans pas très très long. Mais déjà, juste mer et montagne, il y a une différence. Ajoutez à ça la nature des sols. Là, vous avez déjà un bon aperçu de ce côté à la fois mer-montagne, mais déjà de la nature des sols. La photo que vous avez en haut à droite, qui est une photo vraiment de bord d'Adriatique, de bord de mer, où on va avoir plus on s'approche de la mer, plus on va avoir de sable, plus on va monter dans les montagnes, plus on va avoir des sols basés sur des calcaires, sur des cailloux. Et entre les deux, on va voir, c'est un terme un petit peu particulier, mais concrètement, plus des dégradations qui ressemblent, qui sont pas tout à fait du sable, qui sont en fait des détritus qui vont se vers des limons tranquillement parce qu'il y a des rivières qui coulent jusqu'à l'Adriatique. Et vraiment, en montagne, après, bah, on va retrouver un petit peu plus de calcaire. Donc voilà le climat le plus doux, souvent du côté de l'Adriatique et le continental à l'intérieur des montagnes. Une bonne pluviométrie, un fort ensoleillement se conjugue avec un climat généralement doux, oui, mais la pluviométrie ne va pas engendrer nécessairement de maladies étant donné la ventilation dont on a parlé tantôt. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en 30 minutes d'auto, vous pouvez quasiment faire du ski en maillot de bain, je dis souvent. Tu pars de la plage, tu restes en maillot de bain et puis tu chausses les skis, puis on devrait être quand même pas mal dans les montagnes onduleuses. Donc, ça, c'est juste d'autres photos pour illustrer un petit peu tout ça. Puis, ça vous paraît peut-être surprenant ce que vous voyez. Peut-être certains d'entre vous ont souvent lu que les Abruzzes, c'était de la pergola. Et là, ce qu'on voit, c'est pas nécessairement de la pergola. On va voir qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de vignes qui sont en rang, qui sont sur des cordons, voire même des guyot parfois. Reste que la pergola reste très présente, mais le vignoble est en train de changer aussi à ce niveau-là. Et soit dit en passant, on y reviendra, mais la pergola, c'est pas toujours mauvais. Alors, parlons des terroirs. J'ai mis un S à terroir parce que cette grande notion de terroir, elle est bien, mais quand je parle des terroirs, c'est de parler justement de ces ressources, de ces parcs nationaux, etc. Donc, vous n'en trouverez pas beaucoup des régions comme ça en Europe où il y a 30% du territoire qui est protégé. Okay, c'est quand même assez impressionnant. Euh, Moi, c'est sûr que je veux aller voir ça le jour où je vais être dans les Abruzzes. Donc, 12 réserves naturelles. Et donc, là, le consortium, quand on voit l'aigle, là, on en avait parlé il y a 2 semaines, d'avoir choisi l'aigle comme logo. Donc, c'est le symbole vraiment de la protection. Et même si la vigne est une monoculture qui a tendance des fois à se répandre et à s'étirer sur le territoire, là, il y a vraiment une volonté de conserver et de protéger ces territoires parce que tout ça crée une symbiose et un environnement plutôt favorable à l'ensemble.
Voilà, donc, rentrons là-dedans. C'est là où ça devient intéressant. Moi, pour être très honnête avec vous, au départ, j'avais aucune connaissance de ça. Puis en fait, c'est en allant chercher, en fouillant un peu sur les Abruzzes, que tu fais comme, Caroline, il y a vraiment des différences. Euh, mais est-ce que c'est la première région, les Abruzzes, sur laquelle on va tourner nos études euh, pour aller voir ces notions de terroir? Je pense pas. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc, regardez, ça c'est juste un petit topo, donc on a déjà vu ce qui est marqué en rouge, mais on nous parle dans le dernier paragraphe de la province de la zone de Chieti. Chieti, c'est ce qui est, alors je sais pas, non, je veux pas toucher mon écran, vous allez pas voir, mais en bas à droite de la carte, donc on voit c'est marqué Traboki Coast, la Magellan National Park et la ville de Chieti. Et là, vous allez avoir une grosse concentration de production des vins des Abruzzes. OK? C'est vraiment 85%. Puis après, on va remonter tranquillement le long de l'Adriatique pour aller chercher la zone de Pescara et Teramo. Pescara, c'est 10% à peu près. Teramo doit être à 6%. Et l'Aquila, que vous voyez vraiment beaucoup plus à l'intérieur des terres, beaucoup plus dans cette zone montagneuse dans le parc national. Là, on met 4%, mais je vous dirais que c'est plus du l'ordre de 2-3% peut-être de production. Donc, par contre, quand vous regardez Chieti, Pescara et Teramo, ben, on voit bien voyons, excusez, c'est la fin de journée pour tout le monde, mais cet étirement qui va vraiment de la plage jusqu'à des vignobles en colline, mais on n'ira jamais monter en grosse hauteur. Je pense, je vous le dis encore une fois, même dans le cahier des charges, je crois que c'est un maximum 500 mètres. Je sais pas si 500 mètres, je suis pas même élevé. Peut-être même 350 mètres. Il y a quelques exceptions qui montent un petit peu plus haut. Donc, juste déjà, c'est dans un premier temps, on, j'aimerais qu'on garde en mémoire que un Montepulciano ou un Trebbiano ou un Pecorino ou peu importe le cépage ne se limite pas à juste cette grande zone qui s'appelle Abruzzes, mais tranquillement chercher sur les étiquettes, ça commence à rentrer. Euh, Montepulciano d'Abruzzo, Terre di Chieti, Terre di Pescara, Teramo. Donc, pour vous indiquer déjà, on est dans une notion finalement de sous-région. Okay? C'est un peu comme si on avait la côte de Beaune, la côte de Nuit, la côte chalonnaise. Bon, ben là, on aurait Chieti, Pescara et Teramo. Donc, vous voyez, ça, c'est juste un diagramme pour vous vraiment visualiser l'importance de ces quatre sous-régions. Je dirais que de ces quatre, je pense que trois sont nécessairement à retenir, Chieti, Pescara et Teramo. Voilà, oups, excusez, on parlait de pergola tantôt. Donc, une culture qui est quand même relativement répandue, 80% des vignobles. Je suis pas tout à fait sûr que ce pourcentage est encore 100% valable. J'ai hâte de voir comment ça va se transformer. Euh, Par contre, est-ce qu'il y en a qui savent de quoi la pergola abruzzese, en quoi la pergola abruzzese a quelque chose de particulier par rapport à une pergola comme on peut la connaître de façon un peu plus régulière? Moi, j'ai pas trouvé. Donc, ce que ça me dit, c'est juste que on garde ces vignes relativement hautes, mais j'ai pas de différenciation claire de ce que pourrait être une pergola abruzzese. Est-ce que Guillaume ou quelqu'un d'autre, je sais qu'il y en a qui sont des fois un petit peu plus dans les études, est-ce qu'il y en a qui sauraient nous aider? Non, ok. Donc, éventuellement chercher ou ça sera à poser la question là-bas sur place. C'est définitivement une question que moi je vais poser. Je vois que je sais que Daniel aime beaucoup rechercher. Donc, si Daniel, tu veux chercher en même temps, ça me ferait grand plaisir de t'entendre. C'est ça que je veux, hein, c'est qu'éventuellement, tu sais, on n'hésite pas à interagir entre nous. Je me dis, j'ai pas la science infuse et encore moins celle des Abruzzes. Sur le bout des doigts. Et donc, le reste donc, du cordon, donc cordon éperonné ou cordon formé, c'est des variations en termes de cordon. On peut penser à du guyot également. Donc, peut-être les nouvelles installations, des vignerons qui reprennent des vignobles, qui arrachent tranquillement et qui rebâtissent un petit peu
le vignoble des Abruzzes, sachant que ce vignoble des Abruzzes, qualitativement parlant, il n'est pas si vieux que ça. Il est vieux en termes d'historique de viticulture, mais en termes de volonté de qualité, je dirais qu'on parle littéralement, on est en 2024, pas avant les années 1960, 70. Puis encore là, je suis généreux. Donc, c'est un processus pardon, qui risque de, qui continue de prendre du temps. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Daniel n'a pas trouvé. Alors, les geeks d'entre vous, on aime les sommeliers parler de sol, etc. Je ne les détaillerai pas tous du 1 au 5. L'idée, c'est vraiment de comprendre un peu de la granulométrie. Okay, je parle plus de ça finalement ou de papier sablé comme vous voulez, mais j'ai bien beau vous dire que le numéro 3, qui est la tache jaune, ce sont des roches arénacées et pellitiques. Entre vous et moi, il n'y a pas personne qui va utiliser ça, à part dans un cours de géologie ou d'archéologie, encore moins devant un client. Par contre, quand je suis allé faire mes recherches, c'est quoi des roches arénacées et pellitiques? Ça semble être vraiment juste des dépôts sédimentaires. Puis ben, pour qu'il y ait de dépôts sédimentaires, ben, il faut qu'il y ait éventuellement quelque chose qui soit un peu plus en altitude et qui ait été drainé par des rivières. Donc, on les voit, ces trois rivières, donc la Pescara, la Sangro et Vomano, sont vraiment perpendiculaires à la mer Adriatique et qui nécessairement vont charrier, vont traîner un petit peu de matière. Donc, le 1, vous voyez bien, des graviers, des sables, des argiles, donc tout ça qui est répandu. Moi, je vois vraiment ça, puis je le dis souvent. Et en fait, c'est valable dans beaucoup de régions, je m'aperçois. Euh, je vois ça comme un cornet de crème glacée renversé. Je sais qu'il y a des anciens élèves qui sont en ligne, ça les fera peut-être sourire, mais littéralement, quand je dis crème glacée renversée, la crème glacée en tant que telle représente la partie la plus tendre, la plus argileuse, la plus grasse en tant que telle, le long de l'Adriatique, alors qu'en haut du cornet, c'est ce qu'il y a de plus dur, la pointe vraiment, et entre les deux, bah, ça serait ce mélange un petit peu de croustillant ou de craquant et puis de gras et de volume. Donc, l'idée, c'est de garder ça un petit peu en tête. Vous voyez, il y a une toute petite zone qui est en général assez propice et qu'on aime généralement dans le vin, qui est une zone calcaire et marne. La zone numéro 4, par contre, on voit que cette zone-là, il y a une grande partie qui ne fait pas partie de la zone plantée, okay? Donc qui est plus dans une zone de territoire national, de réserve. Par contre, la zone qui est dans le territoire, qui est plantée, ben, force est de constater qu'on voit qu'on se rapproche un peu des Apennins, on monte un petit peu en altitude, donc on est plus dans une zone de colline, où là, je vais avoir à la fois un bon drainage, une sensation quand même de verticalité, d'élégance et de fraîcheur au calcaire, et la marne qui va amener peut-être un petit peu plus de volume, sachant qu'après, il y a des proportions différentes, calcaire et marne, dépendamment où vous êtes. Mais il y a déjà, juste dans la province de Chieti, une différence notoire si on cherche où sont les producteurs et d'où ils sourcent leurs vignes. Ça serait vraiment super intéressant de pouvoir déguster un producteur dont les vignes sont vraiment sur cette petite zone de calcaire et de marne versus un producteur qui serait plus proche peut-être de Chieti dans une zone qui serait un petit peu plus d'alluvion. Je pense que les dynamiques seraient vraiment différentes. D'autant plus intéressant, si je peux me permettre, que je pense pas que les Abruzzes aujourd'hui, dans la physionomie des vins, se définissent par de gros élevages en bois pendant longtemps. Okay? Il s'en fait, mais dans la mesure où il y a quand même beaucoup de travail sur des températures plus fraîches, de l'acier inoxydable, je pense que là, on peut essayer d'aller voir la nature du lieu sans l'artifice du bois. On va travailler en amphore, mais le bois ne sera pas vraiment ce qui va marquer très souvent les vins. Donc voilà. Donc ce que vous voyez en 6, donc noir, c'est vraiment la zone viticole Montepulciano d'Abruzzo et Trebbiano d'Abruzzo. Donc ce que ça nous dit, c'est que si on reste sur cette notion-là, simplement,
Ben, on n'a aucune idée de quel Trebbiano ou de quel Montepulciano on peut parler. Ok, parce que ça peut venir de bien des endroits. Ok, donc c'est là où il faut aller un petit peu plus en profondeur, d'où les trois sous-régions qui vont être Chieti, Pescara, Teramo et dans une moindre mesure l'Aquila, donc qui est la zone en vert. On va retrouver des argiles, des marnes et des calcaires. Donc j'ai ces trois aspects-là. Ensuite, est-ce qu'il y a Excuse-moi, des questions? Clairiane, Oui, j'ai quelque chose pour toi. dis-moi. Alors, le thème pergola, qui est bien connu, se retrouve dans plusieurs régions différentes du monde, Mhm. mais dans les Abruzzes, on parle du tendone, Ouais, qui est le terme italien qu'on peut traduire grosso comme étant une très grande tente. ouais, en Et la fait, ouais. particularité de la pergola, si on peut donner une dimension, disons, c'est une structure en bois, 2 mètres par 3 mètres ou 2 mètres par 4 mètres. Et à côté, il y en a une autre, puis une autre en avant. Alors Mhm. que le tendonné dans les Abruzzes, c'est une seule et même structure qui est continue et qui est construite de façon à protéger non seulement les pieds de vigne de l'irradiation solaire, mais l'ensemble de la parcelle est mise à l'ombre de façon à mieux gérer l'irrigation, c'est-à-dire la quantité d'eau qui reste dans le sol, desquelles, évidemment, les vignes s'abreuvent. Alors, il y Très a bon. vraiment une particularité quant à la pratique dans les Abruzzes qui vaut la peine d'être mentionnée brièvement. Ben, merci beaucoup, Daniel. Ça, c'est super pertinent. Je connaissais le terme tendonné qui était qu'on associe souvent à un synonyme de pergola. Mais la distinction que tu viens en faire est super intéressante. Donc, on garde en tête vraiment ce côté continu de la pergola qui crée vraiment beaucoup d'ouvrages. Si je me trompe pas, je pense que on peut voir ça aussi. Où c'est que j'ai vu ça? Attendez, j'ai vu tantôt. Il y a d'autres termes, hein, je pense qu'au Portugal ou euh, dans certaines îles, si je ne me trompe pas, on peut voir ça aussi. Mais merci Daniel, super intéressant comme différenciation en tant que tel. Hâte de voir pourquoi ils continuent de faire ça aujourd'hui, parce qu'on s'entend qu'à l'époque, c'était vraiment pour avoir aussi une polyculture, permettre d'exploiter les terres à leur maximum. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il en est à l'heure actuelle, ce qu'ils en font, sachant qu'il y a aussi changement climatique, donc peut-être que cet ombrage peut potentiellement aider à limiter un petit peu des maturités qui seraient trop rapides. Alors, si je continue, alors on était sur cette diapo, donc ça va pour la nature des sols. On regarde quand même que il y a une grosse partie, on se mentira pas, qui sont sur ces dépôts alluvionnaires. Et le numéro 3 dépôts alluvionnaires et des argiles et des sables ensuite. Donc il faut vraiment aller très précis sur des petits domaines, je pense, qui sont situés à certains endroits spécifiques pour avoir une définition de sol un petit peu plus précise. Donc, on va tomber dans les appellations. Et celle-ci, je la trouve assez intéressante parce qu'on a à la fois une image 3 dimensions de ces Abruzzes où on voit vraiment en haut à droite, donc on voit ces rivières et on voit qu'il y a une différence entre ce qui est plat, les premières collines et ensuite la zone qui est beaucoup plus montagneuse. Donc, on les voit aussi en termes de différenciation d'altitude. Donc, les altitudes, je dirais, plus basses, vous voyez que ça monte jusqu'à à peu près 500, 600 mètres d'altitude. Et c'est majoritairement dans cette zone-là que vont être plantés les vignobles. Si je prends après l'Aquila, qui serait beaucoup plus à l'intérieur des terres, on voit qu'il y a des endroits qui sont rouges, donc quand même relativement élevés, hein. On disait que le Grand Sasso pouvait monter jusqu'à 2000, 2900, 3000 mètres d'altitude. On l'a. Mais l'Aquila forme en fait une espèce de. Il y a toujours des petites cuvettes comme ça qui redescendent et on voit qu'on peut redescendre à des altitudes de 600-700 mètres encore. Okay. Maintenant, est-ce que l'Aquila est encore très développée? Non. Je vous ai dit 2-3% de l'entièreté du vignoble. Par contre, historiquement, c'était quand même l'endroit où tout a commencé parce qu'on était plus en altitude, ce qui permettait
si on fait un rappel sur l'historique, de voir un petit peu les envahisseurs, notamment qui pouvaient arriver de la Toscane, qui pouvaient arriver des régions environnantes. Donc ça, c'est pour ce qui est un petit peu de une visualisation un petit peu des altitudes possibles. Alors là, on va rentrer dans le fun et pas le fun. Parce que moi, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre-là, je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, mais en tout cas, le livre de Jacques Oron, Le nouveau guide des vins Italie, donc plus si nouveau que ça, parce que il date de, je ne sais plus, 2007, si je ne me trompe pas. Mais il y a toutes les appellations déclinées, à peu près. Sauf que on voit ici que les Abruzzes ont beaucoup évolué, parce que si on regarde dans le livre de Jacques Oron, édité à cette époque-là en 2007, toutes les appellations ne figurent pas. Okay. Maintenant, c'est de comprendre qu'est-ce qui est réellement pertinent. Okay. On voit que Montepulciano d'Abruzzo, Colline Terramane est une zone quand même relativement importante. On va voir de quoi il en retourne tantôt. Quand vous voyez par exemple Terre Tolesi ou appelé Tulum, on voit que c'est finalement un petit point rose à l'intérieur de la province de Chieti, on dit un petit point qui est assez microscopique. Donc on regardera tantôt éventuellement la proportion d'hectares de vignes plantées, puis on va vite se rendre compte, je peux même vous le donner tout de suite, Tulum, qui est une DOCG en passant, euh, c'est 19 hectares de vignes. Donc, la possibilité qu'une appellation comme ça sorte du territoire, c'est quand même assez mince. Okay. Maintenant, le pourquoi du comment du DOCG, je vous laisse à vos interprétations. Des fois, il suffit je vous avais dit, je vous avais dit de lire l'histoire sociale et économique de l'Italie. Vous allez comprendre bien des choses sur la nomenclature en DOC ou en DOCG et que finalement, il faut peut-être pas densifier toujours. Après, ben, on voit Montepulciano d'Abruzzo. Si on enlevait les taches de couleur, Montepulciano d'Abruzzo, pas compliqué, c'est partout. Okay, partout dans les Abruzzes ou à peu près. Et après, on va mettre des sous-zones. Donc, c'est là où ça devient intéressant pour nous, sommeliers, d'aller chercher une notion de terroir et un petit peu plus de précision de lieu. Donc, sottozona pour sous-zone, Terri dei Vestini, Casoria. Et ensuite, on va avoir d'autres sous-zones qui, elles, vont être associées au Trebbiano et ou au Montepulciano. Donc, Alto Tirino, Tirino, Terre dei Pellegrini, Teate. Et ensuite, après, on tombe sur des appellations plus régionales, Trebbiano d'Abruzzo, sans oublier, moi, un vin personnellement que j'adore et que j'aime faire découvrir parce que je le trouve unique, parce que je le trouve vraiment très bon, parce qu'il vient aussi du Montepulciano, qui est le Serrazuolo d'Abruzzo, qui est vraiment pas un petit rosé super fluet, léger. Et je ne sais pas si je vous l'avez dit, petit scoop, mais ils sont en train, en ce moment, au niveau du consortium, de réfléchir à la possibilité de mettre en place une appellation, en tout cas un style de vin qui serait un vrai clairet. Donc, est-ce que le Serrazulo va toujours exister? Parce que le Serrazulo, c'est du Montepulciano, et le Montepulciano est un cépage qui est quand même relativement teinturier. Donc, pour lui donner un petit peu plus peut-être de sérieux ou de prestance, parce que des fois le rosé est vu comme un petit peu le vin facile, peut-être de créer une nomenclature pour un clairet d'Abruzzo. C'est dans les cartons, c'est en discussion actuellement, mais vous le savez comme moi, en Italie, comme en France, quand quelqu'un lance une idée, il faut que tout le monde y mette son grain de sel. Et avant que tout le monde s'entende, ça peut prendre 10, 15, 20 ans. Donc voilà. Et vous avez deux petites autres tâches. Ortona et Controguera. Alors, juste pour le fun, Ortona, c'est 4 hectares de vigne. Donc, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable et j'ai très hâte qu'on me démontre que j'ai tort. Mais sur 4 hectares de vigne, jusqu'à quel point on peut parler d'une appellation ou d'une vraie notion de terroir? Il y a juste à penser, mettons, à des petites appellations si on va du côté de la Bourgogne ou si on va du côté de la vallée du Rhône. Euh, les gens, c'est un pavé dans la mare, mais quelle est la légitimité de Châteaubriand par rapport à Condrieu?
Je ne le sais pas. C'est très bon, soit dit en passant. Donc, peut-être aurons-nous l'occasion de goûter ça à un moment donné. Et Controguera, pardon, qui fait 39 hectares de vignes. Donc, c'est quand même assez mince. On reviendra éventuellement sur les encépagements possibles dans ces différentes appellations. Ça va pour ça. Donc, pour l'instant, si on retient juste qu'on a cette zone d'Abruzzo, Trebbiano, Serrazulo et donc le Montepulciano. On a les trois régions, Chieti, Pescara, Teramo et éventuellement l'Aquila. Et vous allez voir qu'après, ben, on va rentrer dans les sous-zones. Donc là, on est vraiment en train de réduire la géolocalisation comme un système de poupées russes. Alors, voilà. En fait, ça, je vais passer assez rapidement parce que je ne pouvais pas tout vous mettre sur la même diapo. C'était juste un petit peu pour situer les différentes petites, entre guillemets, appellations. Mais si je pense qu'ils vont pouvoir vous envoyer le PowerPoint, je l'ai envoyé tel quel. Vous pouvez très facilement agrandir chaque. Alors, c'est pas le cahier des charges, hein, c'est vraiment juste un condensé de ce qui s'y fait. Sinon, si vous allez sur le site directement de Vini d'Abruzzo et que vous tapez sur chacune des appellations, bah, vous allez avoir ce condensé, puis vous allez même avoir à l'entièreté du cahier des charges. Donc, encore une fois, je pense que l'idée, c'est pas de passer à travers tout ça. Je vais juste vous donner quelques notions sur, si on part sur Colline Terraman. Donc, avant, c'était Montepulciano d'Abruzzo Colline Terramane, qui a le droit à sa propre appellation maintenant, hein, qui est Colline Terramane, qui s'est, entre guillemets, séparé. Donc, c'est du Montepulciano, minimum 90%. Et moi, ce que je trouve toujours intéressant, il faut quand même le mentionner, c'est que on est quand même au nord des Abruzzes et dès que vous passez euh, dans dans la province un petit peu plus au nord, donc les Marches, euh, vous allez frotter un petit peu plus au Sangiovese et en montant encore un peu plus. Donc moi, toute cette partie nord, un petit peu des Abruzzes, c'est pas très, très étonnant de voir un petit peu de Sangiovese. Par contre, là où c'est intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'on retrouve ce Sangiovese. Parce que si on le retrouve vraiment en basse altitude, moi, j'ai pour m'en dire que le Sangiovese se satisfait pas de la médiocrité, puis de journées trop chaudes et sablonneuses, ça perd toute son acidité. Par contre, si on monte un petit peu en colline, si on a un bon drainage, si on a un petit peu plus de fraîcheur, là, ça peut apporter peut-être un sentiment un petit peu plus de verticalité. Ça peut venir éclater un petit peu la densité du Montepulciano en tant que tel. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est du Sangiovese, Colin Terraman, mais on a le droit d'y planter jusqu'à quand même 10% de Sangiovese plus le Montepulciano. Donc vraiment réservé au Montepulciano. Maintenant, si je vais sur l'appellation de Tulum, alors je vais vous retrouver ça. Tulum, donc là, on aura droit à trois cépages. Et ça peut être intéressant parce qu'on va en reparler dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais plus. Donc oui, le Montepulciano, mais aussi deux cépages qu'on connaît peut-être un petit peu moins et que moi, l'un d'entre eux, j'adore, qui est le Pecorino, et un autre cépage autochtone qui est la Passerina. Okay? Je vais être très honnête avec vous, de la Passerina, j'en ai pas encore goûté, mais j'ai très très hâte de voir ce que ça peut engendrer un petit peu comme style de vin. Mais juste de penser qu'il y a du Pecorino et pas juste du Trebbiano, il n'y en a pas dans cette zone-là, ça me paraît quand même relativement intéressant. Voilà, donc ça c'était pour la zone de Tulum. Maintenant, si je vais sur... je laisse les tout prises, celle-ci. J'essaie de vous la retrouver dans mes affaires. Non, il va falloir que vous fouillez par vous-même. Je pense que c'est la seule que j'ai pas pris, Casoria. Pourquoi? C'est une bonne question. Euh, Éventuellement, je vais la retrouver, mais vous allez pouvoir fouiller là-dessus. Euh, Voyons, hop, attendez, ok. Et les trois dernières, donc Controguera, où on est vraiment dans le nord-nord des Abruzzes, on va faire du rouge comme du blanc, donc ce qui est un peu spécial quand même, parce que
on est quand même dans une zone où c'est juste du Montepulciano la plupart du temps. Mais le blanc, pardon, à base de Trebbiano ne sera pas nécessairement réservé au Trebbiano Abruzzese. On va en parler de ce Trebbiano-là, mais on va retrouver aussi un petit peu de Trebbiano Toscano, qui est un autre type de Trebbiano. Moi, le Abruzzese me paraît quand même plus qualitatif. On peut retrouver un peu de Passerina également. Et sinon, sur les rouges, on va vraiment se concentrer sur le Montepulciano. Donc là, on ne retrouvera pas de Sangiovese particulièrement. Sur la zone de Ortona, donc toute petite zone, là-dessus, ça va être principalement donc, en rouge et en blanc. On va retrouver donc Montepulciano, bien entendu, et j'essaie de voir. Euh, ouais, Montepulciano, 95%. Peut avoir un 5% d'autres cépages dits aromatiques, mais qui ne sont pas précisés. Et dans le blanc, ça va être vraiment Trebbiano d'Abruzes, des Abruzes, alors en plus grande quantité avec un petit peu de Trebbiano Toscano. Et éventuellement, on va avoir d'autres cépages aromatiques pour un 30%, mais encore une fois, là, qui ne sont pas précisés. Donc, pour moi, difficile de vous parler de ces appellations-là. Elles existent. Encore une fois, je pense qu'elles ne sont pas nécessairement représentatives sur un marché international, mais il s'en fait et elles existent. Villamagna maintenant, donc il y a aussi une toute petite zone où là-dessus on va retrouver principalement Montepulciano et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi ajouter un petit peu de cépage aromatique, mais c'est 95% quand même de Montepulciano là-dessus. Donc ça va être réservé exclusivement à la production de vin rouge. Ça va? Donc, je n'énerve pas avec ça. Je pense que la plus importante de toutes ces zones qu'on vient de décliner, c'est les collines Terraman, où on va vraiment être sur le Montepulciano avec un petit 10% de Sangiovese. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à date? Je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce que ça serait vous dire des choses que je ne connais pas. Et je ne sais pas, mettons, Guillaume, est-ce que tu as déjà eu vent, goûté ces appellations-là que sont Villamagna, Controguera, Ortona ou d'autres personnes? Il semble pas en tout cas. Excusez, je vais revenir là-dessus. Donc voilà. Donc c'est vrai comme ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste un petit topo de trois appellations. Donc c'est 6 au total qui existent. Et là, après, on tombe dans le gros du morceau. Donc Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo. Je ne vous refais pas la base de tout ça. Mais ça partage la même zone de plantation. Et juste, je porte à votre attention quand même, quand on regarde euh, tout ce qui est en bas, un petit peu, donc les titres alcoolométriques, Ridutolo Minimo, Strato, les extraits secs notamment. Il y a quand même, sur une base, 21 grammes d'extraits secs sur du Montepulciano, ce qui donne déjà un petit peu le ton à ce que le cépage est capable de faire et de donner un vin quand même avec une bonne structure. Ça va être toujours prédominant, ce qui va faire la différence dans cette ossature, dans cette structure qui peut être un petit peu imposante. C'est vraiment l'altitude, la nature du lieu, donc le type de sol va faire pour beaucoup aussi. Puis après, bah, c'est sûr, un petit peu de vinification à travers tout ça. Les acidités, alors est-ce qu'elles sont basses, est-ce qu'elles sont hautes? Je dirais toujours que si on regarde les acidités, autant pour le Trebbiano que pour le Montepulciano, on ne peut pas dire que c'est un chiffre qui est très très haut, 4,5 grammes d'acidité par litre en termes de tartrique. Par contre, si on le met voyons, en contexte, là où on se produit ce vin, c'est-à-dire le sud-est de l'Italie, proche de l'Adriatique, ça reste convenable. Après, un chiffre n'est qu'un chiffre. Ultimement, on se fout de c'est combien l'acidité totale, pour autant que si l'ensemble de l'œuvre en dégustation reste équilibré, moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, alors là, je fais un petit peu de travail pour vous.
ça va intéresser ceux qui font des concours, qui épluchent des cartes, etc. Mais voici en fait le cœur du travail aujourd'hui qualitatif des vins des Abruzzes, autant sur Montepulciano que sur du Trebbiano. Certaines appellations ne faisant que du rouge, certaines appellations faisant les trois couleurs, mais aucune sous-zone ne faisant que du blanc. Okay, donc ça, c'est à noter. Donc, je ne peux pas aller creuser en profondeur chacune de ces sous-zones, pardon, parce que, un, j'ai pas assez d'informations claires et précises sur ces sous-zones. Deux, je les ai pas encore toutes dégustées, mais on va voir tranquillement arriver sur les marchés. Ça commence à être marqué hein, sur les étiquettes. En dessous de Montepulciano d'Abruzzo peut être marqué Colline Pescaresi. Okay? Donc ça me semble intéressant. Je vous ai mis en gras les trois plus importantes qui sont en lien avec les régions. Donc, Pescara, Colline Pescaresi, Terre Aquilane ou Terre de l'Aquila et éventuellement Terre di Chieti. Donc, on va commencer par ça, à voir sur les étiquettes. Et ensuite, la seule sous-zone qui permet aujourd'hui des UGA, donc je ne sais jamais comment l'exprimer des UGA, c'est des zones, des terroirs prédélimités. Je parlerai même pas ça serait gros de parler de cru, mais c'est l'idée derrière ça. Donc, Teatine au Teatino, elle y est deux fois, sûrement pour le rouge et le blanc. Colline del Sangro et Colline del Vastese au Istonium. Encore une fois, j'ai pas assez d'informations à jour et très très précises pour pouvoir vous en dire plus là-dessus. Par contre, c'est les trois zones où on va retrouver la production de Serrazuolo d'Abruzzo. Et la dernière qui, elle, fait dans le rosé et dans le blanc uniquement, mais ne fera pas de rouge dans sa zone, c'est Colline Terramane. D'ailleurs, ça me paraît, c'est peut-être bien une erreur de ma part. Elle doit faire les trois couleurs. J'ai dû me tromper là-dessus. Voilà, donc vous les avez en diagramme, en schéma, où elles se situent, ces zones. Mais on s'entend que la sous-zone de Alto Tirino, quand vous regardez comme c'est gros, j'ai même de la misère à la voir. Même chose que San Martino sulla Marucina, c'est très, 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 très petit. Donc, la possibilité que ça sorte aussi de nos marchés, quand même, pour l'instant encore sur nos marchés, c'est encore un petit peu mince. Et on va ajouter à cela, donc toujours dans cet objectif d'augmenter la qualité, de faire valoir cette qualité, ces notions de terroir, les deux mentions qui sont classiques à l'Italie, qui sont les mentions de supérieur et de riserva. Donc, l'idée derrière ça, c'est des mesures de production qui sont plus strictes, que ce soit en termes de voyons, taille de vigne, que ce soit en termes de rendement hectolitre hectare, que ce soit en termes de densité de plantation, des capacités de vieillissement. Donc là, on va voir éventuellement un petit peu de bois apparaître dans les vins, des maturités qui sont peut-être un petit peu plus poussées également. Et donc, juste un retour, donc réservé à 4 zones actuellement pour la notion supérieure et riserva, qui sont les 4 zones principales sous-régionales, donc les collines Terramene, Pescaresi, L'Aquila et Chieti. Okay, donc, gardez en tête que juste ces 4 zones peuvent arborer la mention supérieure et ou supérieure et riserva. Et là, ça, c'est tout nouveau, tout beau. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est rétroactif sur une année précédente ou pas. Mais effectivement, avant, je dirais, on a mis un peu la charrue avant les bœufs. Avant 2004, on avait 8 IGT, ce qui, dans une région comme les Abruzzes, moi, me paraît beaucoup trop en tant que tel. Mais ce qui est drôle quand même quand on regarde, c'est que parmi ces IGT, on voit Terre di Chieti, on voit Colline Pescaresi, etc. Donc si je reviens sur la diapo d'avant, ces 8 IGT sont aujourd'hui finalement des zones, des sous-zones à l'intérieur de cette grande appellation Abruzzes. Donc peut-être d'un côté, on avait des IGT qui généralement donne beaucoup plus de loose en termes de ce qu'on peut faire notamment dans les types de cépages qu'on plante. On a basculé certaines IGT dans des sous-zones où là, vraiment, on les a. Le nom reste le même, mais on a vraiment
resserrer le cahier des charges, les types de plantations possibles. Okay? Donc, à mon sens, ça va permettre une meilleure compréhension de la grande zone Abruzzo avec Montepulciano et Trebbiano, et puis ensuite juste localiser où est-ce que ça se situe à travers les sous-zones, mais encore une fois en valorisant simplement deux cépages qui sont Montepulciano et Trebbiano, alors qu'auparavant on pouvait y mettre beaucoup de choses. Et depuis le 1er janvier 2024, donc on a redéfini tous ces IGT avec une seule IGT qui s'appelle Terre d'Abruzzo, okay? À ne pas confondre avec juste Abruzzo. Okay? C'est un peu comme quand on dit Languedoc ou Pays d'Oc, okay? Ou ouais, IGT Doc, c'est ça, hein? Je ne me trompe pas. Ou Languedoc est une appellation en tant que telle. Il y en a une qui est une régionale, il y en a une qui est une IGT. Donc, ce qu'on veut, c'est de renforcer une identité commune, donc sur l'ensemble du territoire, qui est vraiment mise, qui met de l'avant la viticulture régionale, et éventuellement que chaque domaine puisse s'exprimer de façon individuelle sur l'encépagement, sur la façon de voir et de faire le vin. Okay? Donc, Terre d'Abruzzo est plus large, va permettre. Ah, c'est spécial, c'est un peu comme. Je vais faire un parallèle un petit peu bancal, vous me direz, mais quand ils ont fait apparaître l'appellation Languet, quand ils l'ont mis en DOC, au départ, Languet, c'est noble. Mais quand vous regardez ce que vous pouvez mettre dans les Languets, c'est à la fois noble et en même temps beaucoup de cépages. Vous pouvez y planter du chardonnay. Donc, Terre d'Abruzzo, c'est ça aussi. C'est de permettre de valoriser certains lieux, de valoriser les cépages indigènes, mais parallèlement à ça, on va quand même aussi permettre des cépages plus internationaux. Je vous les passe, mais que ce soit de la Syrah, du Merlot, etc., etc. Donc, peut-être que des coopératives seront amenées à utiliser peut-être un petit peu plus cette IGT Terre d'Abruzzo. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas vos mains levées, donc juste à prendre le micro s'il y en a. Je continue. Donc, on va pouvoir. En fait, voilà la présentation. Il est déjà 8 heures. Donc, l'idée, ça serait de déguster un petit peu les vins. Je vais arrêter mon partage d'écran un instant. Comment je vais faire ça? Je vais enlever ça. Participants. Vous êtes tous ici. Si j'arrête ça, plein écran. On va mettre ça comme ça. Alors, je voudrais juste savoir. Peut-être juste marquer dans le chat les personnes qui ont les vins. Juste me marquer un oui si vous avez les vins. Comme ça, on va avoir une idée un petit peu de qui a reçu les échantillons. Alors, oui, 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 oui. Il y a quand même du monde qui a des vins. Ah, bah ça va. OK. Et là, je remonte sur les questions. Est en forme, Tandon, OK. La question de Karl au niveau de Pergola Tandon. Le grand Sasso, tout ça, de Merci François, de 1912 mètres exactement. Moins le tassement des vertèbres au fur et à mesure des années. Ok, donc écoutez, je veux pas nécessairement empêcher les gens qui ont les vins de les déguster, puis en même temps, je veux pas nécessairement retenir les personnes qui les ont pas. Je vais vous repartager l'écran, je vais vous annoncer les vins, puis ce que j'aimerais peut-être, c'est juste que les personnes qui ont les vins, sans, sans aucune gêne, sans se faire juger ou quoi, juste que vous donniez une impression sur les vins qui ont été sélectionnés. On a été choisir des vins qui sont en SAQ, qui sont dans le réseau ou qui vont revenir dans le réseau euh, ultérieurement. Et on commencerait donc avec, je pense, un vin, une maison que beaucoup de gens aiment. En tout cas, moi, j'ai appris à découvrir Francesco Cirelli, qui fait dans le bio et le nature. Donc, on va tout simplement commencer avec un Trebbiano d'Abruzzo 2022. Donc, la Collina Biologica. Donc, vous voyez là, aucune notion de sous-zone encore. C'est son étiquette avec le rond jaune.
faire attention parce qu'il a une autre étiquette avec un rond qui est plus dans les orangés, qui est beaucoup plus cher et peut-être en importation privée. Mais celui-là vaut 22 $ et 0,5 par les vins Dame Jeanne. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler le plus naturellement possible, sans artifice, sans levure indigène, des températures de vinification qui sont quand même très, très bien contrôlées en acier inoxydable, ce qui va permettre de retenir ce croquant de fruits, cette fraîcheur, sachant que le Trebbiano n'est pas le cépage qui en a le plus au départ. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires sur ce vin-là, qui veulent s'exprimer sur cet échantillon? Ou bien il y en a peut-être qui n'en ont pas le vin, mais qui l'ont déjà goûté. Allez, faites pas les timides. Ariane, moi, mes bouteilles ont des numéros dessus et aucune autre identification. Ah ah! Alors, je ne Est-ce que sais c'est de pas, 1 à 4? 2.1, 2.2, Oui, 2.3, OK, au on est au 2.1. alors 2.1. Alors, si moi, l'ordre que j'ai, c'est vraiment 1, 2, 3, 4. Donc, 2, ça doit être pour le webinaire 2. Donc, 2.1, normalement, devrait être Francesco Cirelli Trebbiano d'Abruzzo. d'accord, merci. OK. Donc, bah, il y a juste, de toute façon, si je ne me trompe pas, bah, mettons qu'on pouvait prendre les deux côte à côte. Avez-vous le 2.2 est un blanc également? Oui, Ouais. effectivement. OK. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on va toucher deux domaines euh, bon, qui travaillent sensiblement de la même façon. Mais moi, je n'ai pas l'échantillon, mais dans mon livre à moi, Castello dit Semivicoli, qui, en passant, est une propriété de Mascarelli. Euh, pour moi, il y a un petit peu plus de jus de voir, un petit peu plus de volume, un petit peu plus d'amplitude dans le vin. On est sur des plus vieilles vignes. Ça ne précise pas la région, quoique. Oui, ben, on le voit, mais pas officiellement. San Martino sulla Marbucina, dans la province de Chieti. Par contre, on a cette notion superiore. Donc là où nécessairement, en termes de rendement, en termes de plantation euh, rendement hectolitre hectare, en termes de superficie, de densité de plantation, c'est le mot que je cherchais, d'alcool également, donc de maturité, on doit être un petit peu plus élevé, ce qui devrait me donner normalement un vin qui est un petit peu plus profond. Est-ce que c'est le cas? Je vous laisse déguster et puis me dire si vous voyez quelque chose de quand même différent. J'ai pas de commentaires ou tout le monde a peur de donner son avis. OK. Ouais, Ben, je vais te... Ouais, ouais. Clariane, Oui. Oh, on met des commentaires dans le chat. Moi, j'essaie de ne pas parler à cause que mes filles dorment. Ah, excusez. Ouais, c'est le truc, c'est que moi, il les voit pas. Daniel, tu veux-tu me les lire, les commentaires? En plus du bien, Oui, oui, juste faire un espèce moi, c'est de topo. définitivement les notes boisées dans la deuxième qui sont les éléments aromatiques dominants. Agréable, à mon avis. Alors, Guillaume, 2.1. François Côté, le 2.1 est plus foncé. Euh, Admin, c'est toi, Denis? non, Ouais, non, non, c'est ah. pas Alors, moi. 2.2, texture, épice finale, romarin sec. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que sur le deuxième échantillon, on a, on a plus de dimensions, il y a plus Ouais. de choses qui se passent. Il y a plus de complexité dans le deuxième. OK. Nettement Plus plus. de différentes euh, euh, Ouch. bouches. Ouais. 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 L'attaque est beaucoup plus vive. Mhm. On sent plus l'acidité, plus de fraîcheur. OK. Donc, peut-être ce qui expliquerait l'espèce
Cryomacération. Donc, tu sais, on va aller chercher à la fois peut-être, je ne vais pas te dire d'amertume phénolique, mais peut-être quelque chose d'antioxydant. En même temps, c'est conservé par le froid. Oui. Donc, bon, par contre, alors, tu sais, là, je me fais aussi encore une fois l'avocat du diable. C'est un vin qui vaut 39 $ par rapport au précédent qui Mm. vaut quand même 22,05 $. Oui. Si on y pense un instant, je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui Mm. d'aborder un consommateur avec un vin à 22 $, surtout quand il vient des Abruzzes, où les gens sont peut-être habitués à d'autres types de vins très, très peu chers. Mais à Mm. 22,05 $, on ne fait pas peur au monde au niveau du portefeuille. Et on a un vin qui est directement en ligne avec le respect de l'environnement, avec ce que les gens recherchent aussi, c'est-à-dire le moins trafiqué possible, ce qui n'enlève rien au deuxième à 39 $. Par contre, aller approcher je dis bien, un consommateur régulier dans une SAQ sur les Abruzzes avec ce vin-là, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Donc, peut-être Mm. plus le rôle d'un sommelier. Oui, je pense que le premier est sera plus apprécié d'un public américain parce que les Américains, en général, c'est pas absolu. Ils aiment les vins avec plus de couleurs, un vin plus foncé, avec plus de texture en général. Et puis, ils seraient un peu rebutés par le côté tranchant du deuxième. Mhm. Alors que nous, ce qui nous... Oui, Ben, là, moi, je vous ai goûté nous, les c'est le vins. contraire. Ouais. Et Au effectivement, Québec, oui. c'est peut-être... Et surtout, tu sais, si on fait la différence entre, mettons, Canada de l'Est et Canada de l'Ouest, si je me fie à vos commentaires, on aurait peut-être tendance à préférer le Castello di Semivicoli. Et peut-être qu'à l'Ouest, ce côté peut-être un petit peu plus pulpeux, un petit peu plus généreux, Mm. pourrait séduire un peu plus. Pas juste l'Ouest, Ontario aussi, ils ont des goûts très similaires, les Américains, comparés aux Québécois et Québécoises. Mm. OK. Puis j'ai aperçu ça dans mes travaux avec Bâton Rouge, que les cartes de vin sont tellement différentes entre les deux provinces. Mm. Super. Ouais, juste une question, cryomacération, est-ce que c'est une macération à très basse température? C'est ce que j'en comprends, effectivement. OK, OK. Donc, tu sais, souvent, bah, ça peut être aussi cryomacération, mais tu sais, souvent, c'est quand ils vont déjà à la presse, essayer de conserver le plus tu sais, il peut mettre sous glace sèche, il peut mettre de l'azote, etc. Donc, pour éviter toutes sortes d'oxydation OK. prématurée. Après, la cryomacération, il faudrait fouiller un petit peu, mais très certainement pour aller extraire certaines choses en évitant toute oxydation quand même. OK. Voilà. Je me permets d'ajouter, Clairiane, de la perspective du travail du sommelier, de la sommelière, un accord très bien réussi avec le deuxième vin. Là, je Mhm, pense évidemment à une clientèle en restauration. L'impact va être beaucoup plus spectaculaire, Mm. l'impression, qu'un accord raisonnablement réussi avec le premier. Le mhm. potentiel dans le deuxième d'aller chercher vraiment des sensations non seulement fortes, mais inusitées. Le potentiel, il est là. OK. Effectivement, puis après, je pense que tu sais, il y a des vins pour des moments différents aussi. Peut-être que le Cirelli, très simplement, premier verre de vin, etc. L'autre demande peut-être un petit peu plus, entre guillemets, d'intellectualisation, possiblement. Ouais. Et puis pour revenir, Carl, à ta question, donc oui, la cryo-macération, où c'est vraiment une extraction de tout ce qui peut être phénol, donc notamment dans les pots. Donc c'est un peu on est sur une macération, on n'est pas sur un vin orange, donc peut-être aller chercher à la fois de la couleur, aller chercher des tanins, aller chercher des antioxydants, etc. OK. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que vous me dites que le premier semble plus foncé que le deuxième, alors que je me serais éventuellement attendu à l'inverse. Mm. Mais il y a peut-être l'effet aussi, quoique non, vinif en cuve inoxydable. À voir, dépendamment où ils sont situés, où est-ce qu'ils prennent le raisin. Mais tout ça pour mettre en lumière qu'on a quand même deux Trebbiano d'Abruzzo qui, dans l'esprit des gens, pourraient être finalement très semblables, mais force est de constater par vos commentaires que les vins sont quand même diamétralement différents. Oui. Je pense qu'un troisième Trebbiano aussi qu'on retrouve en SAQ, on avait parlé un peu à la première session, c'est le Cantina Tolo. Mhm.
Et lui, il va avoir une belle acidité qui ressemble un peu à Semivicoli, mais qui va avoir quand même un peu de texture un peu mielleuse, mais légèrement. Donc, On ça serait quelque serait, part entre celui-là et puis ouais, oui, le ça serait Cirelli. un compromis. Puis en termes de prix, c'est à peu près équivalent. C'est 18,95 à la SAQ. Donc, c'est quand même. Tu sais, aujourd'hui, 18 et Ouais, 95 en SAQ, c'est comme donné. ouais, ouais. C'est distribué par l'agence Rousset. Oui, exactement. Donc, Je tu viens sais, juste de prendre ma dernière gorgée de vin numéro un après le vin numéro 2. Puis le vin numéro 1 était. It was overpowered. mhm, Mhm. Ouais, c'était. C'est devenu très, très. mince. Ouais. Pardon? Très Mince. mince. Très, Mince, très, oui, très mince. Très Oui. mince, merci. ouais. Mince. Ouais, Il a perdu de sa superbe. Donc, c'est pour ça ouais, je pense qu'on l'a mis dans cet ordre-là ben pour oui. pas un vin fasse regretter le précédent. Ouais. C'est l'idée. Alors, ça supporte les commentaires de Daniel au sujet de les accords mais 20. Le premier va aller avec des plats pas mal moins Complexe. intéressants, Oui. Ouais. moins gras ou gros. Juste peut-être quelque chose qui est très, très euh, simple. Ou le deuxième, vous avez plus d'expérimentation à faire dans les accords mais 20. Mhm. Ouais. Est-ce que le Définitive. premier était non filtré? Oh, C'est c'est le premier, naturel, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est certainement. naturel Ouais. cette année. Ouais, Ouais. donc voilà. Après, moi, je n'ai eu que des belles expériences sur ce Cirelli, malgré le fait qu'il soit nature. Mhm. C'est pour moi un des bons vins, justement, à montrer sur ce que le nature est capable de faire dans la droiture de la vinification. Sans être trop funky, puis Mm. Moi, ouais. en tout cas, je ne l'ai jamais dégusté funky. Mm. Non, non, non. Ben, Ouais. première fois, mais ouais, il n'est pas Après, funky du tout. Ouais, il n'est pas dépendamment funky du comment tout. il est. Je sais qu'on avait Ouais. fait une dégustation avec ce vin-là à Montréal il y a quelques semaines. Puis il y avait peut-être eu une petite variation sur une bouteille, mais Ouais. habituellement, ça dépend Ouais. peut-être de comment il a été transporté, etc. Donc, on va passer aux Ah, I deux know vins this rouges. one. Pardon? Je connais celui-là. Ouais. Donc, deux vins rouges, je pense que ça, je veux dire, tout le monde le connaît, Ouais. autant les amateurs que les professionnels. Mascarelli, je pense que l'étiquette parle d'elle-même. C'est un domaine qui est iconique, c'est un domaine qui a fait énormément pour les Abruzzes. Quand on parle de 430 hectares, c'est quand même assez conséquent. Je pense de mémoire que on avait présenté comme étant le plus gros domaine euh, individuel, en tout cas de particulier. On ne parle pas de cave coopérative ici, donc c'est quand même assez majeur. Et Mascarelli a très certainement participé au développement qualitatif des vins des Abruzzes, décédé il n'y a pas si longtemps. Mhm. Aujourd'hui, c'est sa fille qui a repris le domaine. Pas sa fille, pardon, sa femme, pardon, Mhm. qui est sur le domaine. Mais 17,85 $, je pense que c'est un vin sur lequel on ne se trompe pas, où on a une plénitude du Montepulciano dans son côté peut-être un petit peu plus unidimensionnel, c'est-à-dire cette Ouais. gourmandise, euh, ce- ce- cette plénitude de fruits, mais pour autant sans nécessairement avoir de lourdeur. Un vin qu'on rafraîchit, tant qu'à moi, un tout petit peu, mais c'est un vin qui plaît parce que je pense que quand vous le versez dans votre verre, qui doit être le 2,3 si je ne me trompe pas, quand vous le mettez dans le verre, il y a quand même une couleur qui est super invitante, il y a une profondeur de robe. Donc, c'est un vin qui est assez bavard immédiatement. Donc, 17,85 $, vraiment la grosse partie du vignoble. Donc, peut-être je vais vous les mettre en parallèle, je ne dis pas comparaison, mais en parallèle. Donc, on a mis un autre Chirelli. Des fois, c'était une question aussi de disponibilité sur notre marché où là, vous allez avoir un Montepulciano, mais dans une version qui... Alors, je ne sais pas, ils ont peut-être été inversés. Je ne sais pas dans quel ordre vous les avez, mais normalement, vous C'est le devriez... bon ordre. C'est le bon C'est le ordre. bon ordre? OK. Donc là, vous devriez avoir quelque chose, un Montepulciano un petit peu sur la pointe des pieds, beaucoup plus digeste, beaucoup plus frais, peut-être avec une pointe d'acidité un petit peu plus mordante également. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ben, effectivement, je trouve que sur le deuxième, là, Cirelli, le fruit est un petit peu plus croquant. Mhm.
Hmm. Entre autres. Je trouve leurs étiquettes fabuleuses. Moi, je trouve les jeux de couleurs sont assez impeccables. Vraiment. Merci pour l'intervention. C'est 23,95 $ pour 17,85 $. Je pense que le 20 $ est sautable. Tu sais, mettons, s'il y en a qui travaillent en SAQ, etc., dès qu'on va venir parler de la façon dont on fait le vin, le côté bio, le côté nature, c'est un petit domaine, etc., je pense que les gens vont être à même de vouloir l'essayer pour des gens qui sont habitués déjà de prendre le Mascarelli. Après, est-ce que ceux qui aiment Mascarelli vont nécessairement aimer celui de Cirelli? Ça, c'est pas encore tout à fait définitif, mais on a vraiment mis en lumière que à la fois de Trebbiano et de Montepulciano sur la même appellation d'Abruzzo peut avoir des différences. Le deuxième a beaucoup plus haut niveau tanin, puis ils sont plus jeunes aussi que le premier, je trouve. Mais ça cache pas les fruits, comme quelqu'un dit, les fruits sont croquants. J'imagine que ça veut dire plus fraîche. Oui. Ouais, 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 OK. Personnellement, je trouve que c'est encore une fois un très bel exemple d'un vin nature bien fait, pas Oui. déviant, pas funky, super. Personne à l'aveugle ou en dégustation à l'aveugle qui va dire ça, c'est nature parce que c'est très beau. Très bon point, François. Moi, tu sais, je dis toujours, je suis pour le moins d'intervention possible, je suis pour le plus propre possible, etc. Mais je suis aussi pour quelque chose qui goûte le vin dans le verre. Et en fait, on voit bien que, comme moi, mon expérience avec Tirelli, c'est qu'il y a des suivis quand même de vinification. Nature ne veut pas dire on fait rien. Nature veut dire ça se passe au champ, puis on suit après ce qui se fait pour pas que ça parte en cacahuète. Puis je trouve que c'est très, très bien fait. Puis de mon expérience, ce sont quand même des vins qui se tiennent relativement bien, même une fois ouverts. Ça, c'est la beauté du Montepulciano. Moi, je le compare, alors pas en termes de goût, etc., mais en termes de possibilité de prendre l'oxygène un petit peu à la Mourvèdre ou au Carignan. Ce côté très, très antioxydant. Pour moi, c'est juste au nez que je pense que ça a des caractéristiques qui vous poussent vers un vin nature, mais c'est pas gros. Mais ça, dans la bouche, il y a moins de ça, c'est plus étroit. Est-ce que alors ça serait une question peut-être juste d'aération? Est-ce qu'il y a un tout petit peu de Ouais, réduction peut-être dans le verre? Ouais, peut-être. Donc, ça, c'est pas impossible, effectivement. Ouais. Donc, voilà, je vais juste essayer de reprendre ça. Ça, je vais le fermer. Si tu me permets, ce qui est intéressant, Cirelli a aussi un Cirasuolo d'Abruzzo Oui. et un Pecorino qui est très bon aussi. Donc, c'est intéressant d'avoir les quatre variétés là, chez le même producteur. Alors, bon, ça Pour nous. ça fera l'objet de du prochain webinaire où ce sera un webinaire sur les cépages en tant que tels. Donc, encore une fois, on ne les a pas tous toujours sur nos marchés, mais l'idée, c'est d'essayer d'aller en déguster le plus possible. Donc là, c'est vraiment une notion de théorie, vous amener sur, oui, les vins des Abruzzes, mais Chieti, Pescara, Teramo, L'Aquila, les sous-zones, cette IGT Terre di Abruzzo, qui est maintenant juste une seule IGT dans laquelle on va avoir peut-être un petit peu plus de largesse en termes de cépages possibles. Et puis, je vous ai juste illustré un petit peu les toutes petites appellations qui sont un petit peu imbriquées dans les Abruzzes, mais dont la représentativité sur nos marchés n'est peut-être pas encore tout à fait là. Pour le Masciarelli, l'entrée de gamme, pour avoir représenté ces vins aux États-Unis en 2006, je trouve qu'il y a un virage qualitatif très important. Parce que quand je représentais ce vignoble dans le Massachusetts, sur Nantucket et tout, c'était des vins qui étaient très, très entrée de gamme, très aigres. On disait que c'était des vins de trattoria. C'était vraiment, les gens les achetaient pour le prix bas. Puis j'étais très étonné aujourd'hui parce que je ne sais pas si c'est une question de millésime, mais le vin est bien meilleur qu'autrefois. Ben moi, je pense, Carl, super commentaire. C'est vraiment le fun d'avoir des gens comme ça. Ils disent comme, hey, moi, j'ai travaillé avec ces vins-là, ça a changé. Parce que ça illustre très, très bien, finalement. Je pense pas que ça soit une question de millésime. Je pense que c'est plus une question de conscientisation de
de vouloir pousser vers la qualité. On le sait aujourd'hui, hein, euh, ce monde paysan que tout le monde a délaissé pendant des années, ben, il y a bien des gens qui se rendent compte aujourd'hui que finalement, ces terres-là, c'est une richesse, et puis qu'elles étaient là avant nous, qu'elles seront là après nous, et qu'il faut les valoriser de la bonne façon. Donc, merci Karl pour ce commentaire, parce que je pense que Oui, qualitativement, tu parlais de 2006, qui devait être un petit peu les débuts de, mais force est de constater que presque oui, 20 ans plus tard, on touche à quelque chose de vraiment assez sympa et oui. qui reste encore sur des rapports qualité-prix intéressants si on compare à d'autres régions italiennes où des fois les prix ont plus aucun bon sens. Oui. De son vivant aussi, il était mécène, non? Il a beaucoup subventionné les parcs nationaux avec sa fortune personnelle. Ok, souriez, Roxana, pour une photo. Oui. Est-ce que le deuxième rouge a un potentiel de garde qui vaut la peine d'être mentionné? Ouais. Je le sais pas. Est-ce qu'il est bon comme ça? Oui. Alors, Ouais. moi j'en reviens toujours à cette question-là. Est-ce que je l'aime maintenant? Alors, buvons-le maintenant. Ouais. J'avoue que je pose la question au cas que certaines personnes s'intéressent à la région, mais fassent des achats à travers les agences où on achète à la caisse. Mhm. Ouais. Effectivement, mais tu sais, je veux dire, à ce prix-là, quand on regarde 23 $ à 95, je trouve toujours intéressant. Des fois, moi, je fais ça dans ma cave personnelle. Mm. Tu sais, des vins que, bon, il y a des fois pas, tu mises pas sur le potentiel de vieillissement. Puis, tout ça, des fois, 10 ans, 5 ans, 5 10 ans plus tard, un vin que tu as payé 25 30 $, auquel tu t'attendais pas à grand-chose, mais juste pour l'expérience, tu l'as fait vieillir. Et puis, bah, des fois, il y a des belles surprises. Ouais. Moi, je pense que, comme tu dis, il boit très bien présentement, mais je crois qu'il y a 3 4 ans de potentiel que ça va garder et les, Mhm. euh, les tanins ils vont devenir un peu plus doux, plus Ouais. soyeux et ça va faire sortir plus. Il y a beaucoup de fruits. Alors, c'est pas un vin qui c'est juste le tanin puis l'acidité. Il y a beaucoup de bons fruits Mhm. dans le vin aussi qui va rester puis qui va peut-être faire une transition entre les fruits croquants et les fruits plus cuits ou plus euh, séchés ou quoi que ce soit. Je sais pas, like, Mhm. Là, je suis en train de regarder they'll un petit peu become les. riper, you know. Yep. Mhm. Merci, Karl. Merci de le faire en français aussi, Karl. Ouais, C'est non, c'est apprécié. correct. Il faut Euh, pratiquer, hein? je reviens un petit peu dans les commentaires sur les messages dans le chat, où j'ai vu donc Guillaume qui demandait sous variété Abruzzese ou Toscano. À ma connaissance, on parle de. Je pense que dans les deux cas, on est principalement sur de l'Abruzzese, Abruzze. De toute façon, c'est une grosse proportion, quoi qu'il en soit. Mais dans cet esprit qualitatif, il me semble qu'on pousse beaucoup plus sur le Trebbiano Abruzzese que sur l'autre. Euh, Macération de 24 heures. Ok. Malolactique complété ou partiel. Guillaume, je suppose que tu parlais peut-être plus du deuxième vin. Tu peux juste répondre par oui ou non dans le chat. Oui, oui. Je ne saurais te dire. À fouiller un petit peu. Ce qui te fait dire ça, c'est peut-être à cause de l'acidité qui était un peu plus vibrante. Donc, Un peu plus à voir, volatile aussi. effectivement. Je te laisse écrire, je te vois écrire. En attendant, je vais continuer. Le côté écorce de fromage qui est subtil, ok, dans ce côté un petit peu lactique, un petit peu. Ok. Donc, qui présagerait d'une malolactique. De toute façon, si on a un élevage sur lit, potentiellement, il me semble que lit et malolactique, souvent, pour moi, viennent un petit peu ensemble. À voir. C'est sur celui-là hein, qu'on avait un élevage sur lit, hein, ou sur le premier, sur le deuxième, ouais. Et puis, il y avait, Guillaume disait aussi un peu de volatile, liftant, j'aime bien le terme sur le Chirelli. Liftante. Ouais. Effectivement, je trouve que la volatile, parce que Ah. tout le monde a son seuil de tolérance, puis ça a été prouvé hein, que euh, le seuil de tolérance de la volatile pour chacun est vraiment différent. Mais quand on parle de volatile liftante comme le fait Guillaume, c'est peut-être juste de parler de ce côté un petit peu plus digeste, un petit peu plus allant, qui donne finalement cette fraîcheur.
Moi, c'est une volatile que je retrouve souvent sur des Sangiovese de Toscane aussi, euh, qui, je pense, font partie un peu de la caractéristique. Donc, voilà. Donc, encore une fois, j'aurais aimé vous proposer plus de vins, des appellations, etc. Mais on y va petit bout par petit bout. On devrait avoir une belle dégustation à la prochaine session encore, sur cette fois-ci un focus sur les cépages. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui complète un petit peu le webinaire de ce soir. J'ai mis un petit peu plus de temps, je m'en excuse. J'espère que là, il y a des caméras que je ne vois pas toujours. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous serez là la prochaine. La prochaine étant... La semaine prochaine, le 28. Alors, le 28, on va être là. Et puis, juste à main levée ou dans le chat, rapidement, si le 4 novembre... On va faire un sondage, Ah, OK. Clariane, on fera un doodle ou quelque chose du genre à tout le monde pour savoir s'il y a une disponibilité ou s'il y a un autre jour ou whatever. Ouais, OK, ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup de vos commentaires, de votre participation. Daniel, merci pour les recherches. Carl, Guillaume, les deux Carl, François, tout le monde. C'est super apprécié de pouvoir faire des trucs comme ça en ligne, mais avec des gens qui participent. Je pense que c'est le nerf de la guerre si on veut rendre ça intéressant. J'ai voilà. une question ou une Oui. suggestion. J'ai manqué la semaine passée, il y a 2 semaines, parce que moi, j'avais un événement, j'avais une dégustation. Et j'ai commencé à voir le Zoom, le link sur YouTube. Mais est-ce que ce sera possible de recevoir le présentation PowerPoint aussi? Ouais. Je vais l'envoyer à Roxana, je vais te l'envoyer ainsi qu'à Caroline, vous pourrez le faire suivre. Encore à Denis, oui, oui. Comme je l'ai dit, j'avais eu un petit problème, il n'est pas tout à fait complet, je m'en excuse, mais je vais vous l'envoyer avec grand plaisir. Celui de ce soir, j'ai réussi à le compléter comme il faut, je pense. Donc voilà. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci. Bye.